bonsoir. Merci et c'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux à suivre cette émission HDV, l'heure de vérité au Gabon et à l'étranger. Aujourd'hui, nous allons parler de l'humanitaire autour du thème « L'humanitaire en question ». Pour en parler, nous recevons M. Saïd Abdelkader El Figuigui. Il est président de la fédération de la Fondation Saïd et président de plusieurs associations et fédérations tant au Maroc qu'à l'étranger des Marocains du monde. Il est de passage à Libreville. Il nous a fait l'honneur de répondre à notre invitation. Monsieur Saïd, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes donc président de la Fondation Saïd. Je rappelle Saïd, Solidarité, Accompagnement, Initiative et Développement. Alors, depuis quand êtes-vous dans l'humanitaire? Je suis dans l'humanitaire depuis, en principe, je suis né. Pour la simple raison, c'est que il ne faut jamais avoir honte de le dire. Je suis issu d'une famille très très pauvre. C'est à partir de là où je pense avec un petit peu de persévérance et d'intelligence, on arrive toujours à un résultat comme où je suis arrivé. J'ai commencé d'abord par être syndicaliste dans mon petit âge et dans un syndicat qui s'appelle l'Union marocaine du travail. Et l'Union marocaine du travail a créé une jeunesse qui s'appelle Jeunesse ouvrière marocaine. Et je m'occupais de cette jeunesse, j'étais président de cette jeunesse à Gerada, ce que nous appelons Gerada, c'est l'oriental du Maroc, et c'est une zone minière. À partir de là, j'ai suivi mon temps, et au fur et à mesure que je continuais, je ne me sentais pas à l'aise sans faire du bien, sans défendre l'ouvrier, sans défendre des gens. Et je vous parle depuis 1962-63. Depuis 1962-63, alors syndicaliste d'abord, avant d'œuvrer dans l'humanitaire, syndicaliste pour faire prendre conscience finalement de votre état d'homme issu de familles pauvres, demander un peu plus de solidarité, c'est cela? Non, parce que quand on est syndicaliste, on reçoit des problèmes de la population. Et cette population est des héritières. Alors, quand vous défendez l'être humain, ça veut dire que vous devenez en même temps humaniste. Et c'est à partir de là que j'ai pris conscience. Et je me suis dit, mon chemin, en principe, c'est ça. Parce que chaque individu, chaque humain sur cette terre, en principe, il a une mission que Dieu lui a confiée. Et chacun peut la faire suivant sa conscience. Quand on est conscient, quand on est au service de l'autre, ça donne des très bons résultats. Mais quand il y a des calculs à faire, automatiquement, ça a un temps tout simplement. Venons-en à l'humanitaire finalement. C'est quoi l'humanitaire? Alors l'humanitaire, pour moi, c'est le sens d'humain. Quand on est humain, ça veut dire qu'on est touché par tout ce qui peut toucher le domaine de l'autre humain. À partir de là, je pense que le secours que vous pouvez porter à cet humain rentre dans la question d'humanitaire. Voilà, donc avant de poursuivre, nous allons compléter notre définition de l'humanitaire. Nous allons visiter le lexique de Tina dans le cadre de la rubrique « La vérité de mots et des expressions ». Bonjour à tous. Humanitaire, c'est le mot que nous allons expliquer aujourd'hui. Humanitaire vient du radical humain, tiré du latin
ou manus, c'est-à-dire l'homme, l'être vivant. Humanitaire veut donc désigner celui qui veut du bien à l'humanité. On dit aussi qu'il est philanthrope. Sauver des vies humaines, soulager les populations dans des situations urgentes, aider et secourir les vulnérables sans rien attendre en retour, faire le don de soi et être sensible à la souffrance des autres, c'est là l'essentiel de l'action humanitaire. Autour, il y a des expressions comme association ou organisation humanitaire, mission ou convoi humanitaire, mais aussi le droit humanitaire pour protéger les civils et fixer les droits et les obligations des parties en cas de conflit. Il faut donc vraiment aimer la vie et les hommes. Comme disait le philosophe humanitaire, Homo sum humani nil ame alienum puto. Je suis homme et tout ce qui est humain ne m'est étranger. Soyons donc humanitaires. Je vous retrouve très prochainement. À bientôt. Voilà qui est dit. Merci Tina. Alors, Monsieur Saïd, la Fondation Saïd, Solidarité, Accompagnement, Initiative et Développement, comment est-elle et qu'est-ce qu'elle fait? Alors cette fondation elle a été née tout simplement, non pas par hasard, mais par plusieurs choses. La première, c'est que je suis président d'une association qui s'appelle Association Grand Atlas. La nationale se trouve à Marrakech et je suis président de la section de Casablanca. Donc, toute association régionale du Maroc s'occupe d'un domaine qui lui est facile peut-être, mais qui lui porte en même temps un éclat vis-à-vis de la population. Moi, je préfère, au lieu de faire des séminaires, au lieu de faire du sport, au lieu de faire toute une série de trucs intellectuels qui est très très bien à mon sens aussi, moi je me suis donné à chercher des dons en nature de l'extérieur pour les emmener au Maroc. Et c'est là où j'ai rencontré pas mal des opérateurs dans le monde. Et c'est à partir de là qu'on reçoit donc des médicaments, des consommables médicaux, du matériel médical, des vêtements et tout ce qui peut toucher le domaine du pauvre pour essayer de le secourir et en même temps, pour nous, c'est une bonne chose. Alors, est-ce que c'est toujours facile, on va dire, d'aller faire l'aumône pour aller aider les autres pauvres auprès, par exemple, des opérateurs économiques? Est-ce que c'est toujours facile pour vous, qui êtes au Maroc, de demander des dons à l'international pour secourir les plus pauvres? C'est facile pour la simple raison, c'est que quand vous ne le demandez pas pour vous, il ne faut pas avoir honte. Donc je le demande pour la population qui a besoin au Maroc. Et c'est à partir de là où on a constitué un réseau où il y a des Français, des Américains, des Anglais, des Coréens, des Allemands, des Espagnols, même parfois des médecins de l'Afrique du Sud qui viennent opérer chez nous par notre intermédiaire, etc. Alors, durant votre séjour ici à Libreville, est-ce que vous avez rencontré quelques associations humanitaires du Gabon? Oui, j'ai rencontré une fédération, la FAGA, que je trouvais en eux un dynamisme. Mais malheureusement, ce qui leur manque, un soutien. Et ce soutien, peut-être, comme je l'aurais déjà proposé, d'essayer de les faire entrer dans le circuit de ce réseau international. Il se dit, et là je me mets dans la peau de l'homme de la rue, il se dit que parfois, quand on va récolter les dons,
parfois certains dons n'arrivent pas aux pauvres. Les récolteurs de dons s'enrichissent à travers ces dons. Est-ce que c'est une attitude responsable des humanitaires? Dites-nous la vérité. Alors, la vérité. J'ai une association à l'utilité publique. Ça veut dire quoi l'utilité publique? Ça veut dire que je fais rentrer par import des conteneurs qui sont vérifiés par la douane, par le ministère de la Santé, par le ministère du Commerce et par l'entrée de nationale. Ça veut dire qu'il y a 4 départements. Quand je sors ce conteneur, je le dispatche à travers le Maroc. Mais dès que je donne aux orphelinats, aux hôpitaux, aux cliniques, etc., on me donne et je prends immédiatement une décharge. Et quand j'ai toutes ces décharges-là, à cette condition, je fais une photocopie du contenu du conteneur et en même temps égale les décharges. Donc il y a la traçabilité. La traçabilité. Et je donne une copie donc, de tout cela à la douane, au ministère du Commerce, au ministère de la Santé et à l'entrée nationale pour dire que ce que j'ai rentré, ils sont là pour que je puisse manger bien, dormir bien, sans problème. Et il faut avoir vraiment le courage aussi de le faire, parce qu'il y a des tentatives, mais il faut être au-dessus de tout cela. Alors, vous avez par ailleurs une casquette d'homme d'affaires. Comment vous y êtes arrivé? Alors, en 1975, j'étais dans plusieurs entreprises. Et un jour, en 1975, je me suis assis à la maison. J'ai pris un stylo et une feuille. Et j'ai tracé un truc pour dire que voilà combien mon patron me paye. Mais par contre, voilà ce que je fais gagner à mon patron. Et c'est là où je me suis dit, finalement, autant que ce bénéfice, je le fais pour moi-même et peut-être pour aider les autres. Et c'est là où j'ai créé ma première entreprise. Et en 1977, j'ai créé un groupe. J'ai commencé avec 2 personnes. Et aujourd'hui, nous sommes entre 2700 personnes, entre ingénieurs, cadres et ouvriers. Alors, vous êtes devenu homme d'affaires. Est-ce que finalement, vous ne vous êtes pas enrichi sur le dos de l'humanitaire pour faire les affaires? Dites-nous la vérité aussi. La vérité, non. Au contraire, je paye de ma poche plusieurs choses pour faire face à ce transport pour l'emmener à travers le Maroc, parce que les associations ou le ministère, ils n'ont pas le budget pour ça, eh bien, je me porte garant et en même temps, je paye ce transport pour les emmener à travers le Maroc. Alors, vous avez visité pendant votre bref séjour à Libreville quelques structures sanitaires, dont le centre médical égypto-gabonais. Quelle impression vous avez eue, vous, en tant qu'humanitaire? Alors, je parle en tant qu'un être humain international. C'est une structure qui est pas mal. On a visité pas mal de départements chez eux. Ils sont très structurés, c'est vrai. Mais malheureusement, à la dernière minute de la visite, on me fait savoir que l'eau, il leur arrive uniquement une demi-heure en une journée. Et donc, pour une clinique ou un hôpital, l'eau, c'est primordial, à tout point de vue. Sur le plan opération, il faut se laver, etc. Donc, c'est un handicap chez eux. Et il faut quand même peut-être résoudre ce problème-là. Qu'est-ce que cette structure sanitaire, par exemple, peut attendre d'une fondation comme la vôtre? Une fondation comme la mienne, elle va attendre un encouragement. Parce que
n'oublions pas une chose, c'est un hôpital égypto-gabonais. Moi, je suis marocain. Et je suis international, d'accord, mais il y a cette phrase égypto-gabonais. Mais ce qu'on peut faire, c'est par la suite, ils peuvent, par exemple, la direction me demander ce qu'on peut faire, et je peux, à la rigueur, dans la mesure du possible, satisfaire les besoins. Alors vous qui êtes dans l'humanitaire depuis fort longtemps, question, est-ce que l'humanitaire a un parti pris? Est-ce que l'humanitaire a un camp politique? Est-ce que... Alors, pour rien vous cacher, si vous n'aimez pas votre prochain, si vous n'aimez pas l'humanité, si vous n'aimez pas rendre des services, si vous n'aimez pas le social, c'est le mot donc, en général, si vous n'aimez pas le social, je vous conjure, ne rentrez pas dans ce jeu parce qu'il est d'abord très délicat et en même temps, ce n'est pas des opérations ponctuelles qui va donner la possibilité d'une association sociale. Ça, c'est une. Deuxièmement, il faut vraiment aimer, je le répète, le social. Et quand on aime le social, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre vie, vous la mettez au service des autres. Vous risquez sur les routes, parce que vous vous déplacez pour voir tout ce qui peut arriver au conteneur ou à la donation que vous donnez. Vous vous déplacez aussi en avion. C'est des risques, etc., etc. Donc, tout cela, ce n'est pas des opérations pour dire que je vais faire un calcul pour être une personnalité ou je ne sais pas quoi. Alors, s'il y a ça, je le répète, il vaut mieux même pas le faire, mais si vous le faites en sens humain, et j'ai toujours utilisé un proverbe qui dit il faut, quand une main droite donne quelque chose, il ne faut pas que la main gauche le sache. Et je suis arrivé à peu près à 11 millions d'euros pendant 10 ans, c'est justifié. Eh ben, je n'ai jamais appelé ni la télévision, ni les journalistes, ni absolument rien. Et je l'ai fait ça discrètement, et ça me réussit. Tant mieux parce que je ne cherche ni à être député, ni à être ministre, ni à être je ne sais pas quoi. Je préfère être moi-même. Je me souviens, et là vous me donnez quelques idées, lors d'un séjour d'une délégation gabonaise au Maroc, il me semble, si je me trompe, vous allez me dire si je me trompe, la Fondation Saïd avait fait un don au Conseil supérieur des affaires islamiques à travers l'ambassadeur du Gabon au Maroc, c'est bien cela? En tout cas, c'est vous qui le dites. Mais oui, moi je me souviens puisque les images sont passées à la télé. Mais je vous confirme, effectivement, c'est un petit geste que j'ai fait avec monsieur l'ambassadeur du Gabon au Maroc, de 20 chaises roulantes, pour commencer, parce qu'il faut commencer quelque part pour dire que la société civile marocaine et la société civile gabonaise, il faut qu'ils se mettent à table pour voir exactement ce qu'ils peuvent faire ensemble pour aller très loin. D'accord, nous allons parler des passerelles possibles entre les deux sociétés civiles. Le temps pour nous d'écouter un peu à travers ce micro-trottoir les avis de quelques responsables d'associations humanitaires au Gabon sur ce combat finalement de longue haleine. Tout Avenir, c'est une association qui est éventuellement limitée dans la commune de Ntoum. Et la FAGA, c'est une fédération. Donc on a une connexion directe. Et nous avons déjà travaillé dans le principe de l'humanité. Parce que on est plus dans le service humanitaire. Parce que la FAGA regroupe de grande qualité. Ils sont des grands médecins. Et c'est sur ce geste-là que nous avons travaillé sur la ville de Ntoum, en fait.
La FAGA a fait ses preuves au niveau d'Untum. Il y a eu des caravanes humanitaires que nous avons appuyées. Nous avons amené on a amené la logistique. Et là, maintenant, nous sommes en train de sortir du cadre d'Untum pour essayer d'agrandir. Donc, c'est pour ça qu'on est intégré dans la FAGA. Et là, on a eu des enseignements avec l'arrivée de la fondation marocaine Saïd, qui nous a vraiment édifié sur l'opportunité que la jeunesse gabonaise peut en tirer vraiment sur l'humanité. L'association Banza fait partie de la Fédération des associations humanitaires dont nous avions toujours œuvré depuis le premier jour. Et puis l'association Banza fait partie du maillon de la chaîne. Nous œuvrons sur le conseil et sur les jeunes et des personnes du troisième âge. Et nous avons de la valeur parce que au sein de la Fédération des associations humanitaires, nous avons appris des séminaires auxquels on a demandé le respect d'autrui. Pour le moment, nous sommes en train de chercher à avoir des partenaires extérieurs qui, comme nous, œuvrent dans l'humanitaire. Et je pense que nous sommes en bonne voie. On avance doucement et on compte y arriver. L'État ne finance pas la FAGA pour le moment, ce que nous souhaitons, parce que pour être financé par l'État, il faut déjà être reconnu d'utilité publique. La FEPAD a apporté un soutien aux sinistrés de Mouila, notamment les sinistrés de Val-Marie suite aux intempéries, aux religieuses, aux élèves de Val-Marie, aux religieuses, aux élèves de Val-Marie. Et dans un second temps, la FEPAD a apporté un appui considérable à son association Femmes Solidaires dans sa contribution au collectif des associations humanitaires qui s'étaient regroupées pour soutenir les familles sinistrées du Wellington et de Lamoni. Monsieur le Président, finalement, qui peut se prévaloir d'être humanitaire? Alors je vous demande d'enlever Monsieur le Président parce que ça me donne l'envie de rêver être président. Monsieur Saïd. Voilà, tout court, et ça me va très très bien. C'est la modestie de l'humanitaire, c'est ça? Oui, à mon sens. Qui peut être humanitaire? Alors, qui peut être humanitaire? Tout le monde. Mais comme je vous l'ai déjà dit, mais il faut aimer ça. Mais l'humanitaire, il ne faut pas qu'il y ait des calculs. C'est pas parce qu'on va faire une opération d'élection ou je ne sais pas quoi, on crée une association ou on reprend une association pour uniquement ça et dire que je suis humanitaire. Je pense que c'est excusez l'expression, c'est de se foutre de la gueule des gens. Il faut être au-dessus de tout cela. Il faut avoir ces capacités de désintéressement total des choses. Parce que si vous ne mettez pas vos moyens à la disposition de cet organisme humanitaire, il ne faut pas attendre Pierre et Paul pour vous le donner, pour vous le dire. Voilà. Pensez-vous qu'au Maroc ou même partout en Afrique, les associations humanitaires ne soient pas à la merci des politiques pour être manipulées, non? Oui. Il y en a beaucoup, mais je déconseille à ces dirigeants des associations humanitaires d'être à la page de leurs responsabilités. C'est à eux à poser des conditions. Et ces conditions sont très simples. On veut donner telle chose, mais en contrepartie, c'est quoi? Parce que l'association, elle a besoin de se déplacer, elle a besoin des moyens pour travailler. Et une association qui, croyez-moi, ils n'en ont pas les moyens pour faire face. Alors ce qu'il faut, c'est peut-être c'est un moyen de sponsoring
je considérais comme un moyen de sponsorer que personnellement je n'utiliserai jamais. Mais quand il y est, eh ben, il faut profiter de tout cela. Il vous est arrivé d'être approché par les politiques depuis que vous faites l'humanitaire? Énormément, mais j'ai toujours décliné. Vous parlez de sponsoring. Quand on vous sponsorise, vous Le déclinez l'offre? Politiquement, Oui. je décline. Mais les sponsors sont en dehors du politique. Il y a des sociétés, mais il suffit que vous justifiez ce que vous faites aussi. Vous justifiez que vous êtes honnête dans la matière. Alors quand vous justifiez, tout le monde vous suivra. Même celui qui a à peine quelque chose, il va se dire, ben, finalement, ça va vers le nécessiteux, eh ben, je fais ce geste-là. Alors, vous êtes président de la Fondation Saïd et président de plusieurs associations et fédérations des Marocains à travers le monde. Vous avez fait l'Afrique, l'Europe, l'Asie, les Amériques, et vous avez rencontré des associations humanitaires du Gabon. Quelle passerelle possible entre tous ces gens-là pour intégrer un véritable réseau international? Vous savez, c'est un métier d'être dans une organisation sociale. C'est vraiment un métier. Et il faut se recycler tous les jours presque. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des nouvelles donnes. Si vous êtes dépassé à cette condition, automatiquement, vous ne pouvez plus rattraper le retard. Ça, c'est une. Deuxièmement, la meilleure façon, c'est, au lieu que de s'enclaver uniquement au Gabon, il faut que ces associations cherchent à sortir un petit peu par des partenariats de formation, par exemple, d'aide, et pourquoi pas finalement. Et pour qu'ils respirent, il n'y a pas mieux que ça. Alors, que devrait attendre une association humanitaire quand elle fait une BA, comme on dit, une bonne action? Est-ce qu'un humanitaire attend quelque chose en retour quand il fait du bien? Alors, c'est comme un politicien qui vous demande quelque chose, et c'est la même chose, parce que c'est des calculs. Et l'humanitaire, il ne faut pas qu'il pense du tout à tout cela. Il le fait par conscience, il le fait par amour, il le fait par aussi amour du prochain. Et je le répète, si il veut faire vraiment un très beau geste, c'est qu'il n'attend pas des trucs de l'extérieur, enfin du politicien, etc. Il faut que lui-même avance des opérations internes. Alors, parlez-nous un peu de votre expérience sur le terrain. Vous vous limitez dans quelles actions finalement, dans les actions humanitaires que vous faites? Vous avez déjà été dans le droit humanitaire, par exemple, dans des champs de bataille et tout cela, depuis que vous êtes dans l'humanitaire? Au début, c'était, je le répète, très difficile parce que quand on veut apprendre, et l'apprentissage se fait automatiquement sans calcul aussi. Parce que tout revient autour d'intérêt personnel. Si vous faites ça pour intérêt personnel, je le répète, il vaut mieux décliner et faites autre chose au lieu de faire le social. C'est à partir de là où j'ai emmené des dons que j'ai distribués à certaines associations régionales. Quand j'ai vérifié un petit peu donc l'utilisation de ces dons, j'ai trouvé que par exemple à Rabat, il y a Rabat, il y a Salé. Il y a deux associations régionales. Ce qui les sépare, c'est un lac. Alors quand je leur ai rendu visite pour voir cette utilisation, ils ont utilisé le CIPE, les deux, mais le reste, ils l'ont stocké. Et c'est à partir de là que je leur ai dit que peut-être le stock du Salé peut être utile à celui de Rabat, et vice-versa. Et c'est là où je dis, il n'en est pas eu de question, parce que si c'est du matériel, il risque d'être rouillé. Si c'est du consommable, il risque d'être déchu. Alors, autant de faire cette intervention. Bien.
qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné la création d'une ligue. Cette ligue, elle se compose de 21 associations régionales. Et on gère actuellement, dans la mesure, bien sûr, du possible, parce que les présidents de ces associations, soit des anciens ministres, soit des anciens conseillers de Sa Majesté, soit des personnalités du Maroc, eh bien, ils n'en ont pas besoin, bien sûr, de faire ces opérations pour leur intérêt, parce qu'ils ont déjà fait tout pour le pays. Et c'est là où je me suis senti à l'aise d'accepter le poste de coordinateur. Il y a 3 postes. Il y a le président, le coordinateur et le trésorier. Et je me sens vraiment à l'aise à l'intérieur parce que, je le répète, on fait des opérations humanitaires en sens propre et non pas des calculs. Est-ce que vous avez quelques relations passerelles avec la Croix-Rouge? Non, pas du tout. Ce que j'ai, c'est que j'ai reçu une lettre de félicitations de la tante de Sa Majesté Mohamed VI pour me remercier de ce que je fais, tout simplement parce qu'elle est présidente du Croissant Rouge. Voilà, nous allons à nouveau marquer une pause pour suivre ensemble ces quelques activités de la FAGA que vous avez rencontrées, dont vous avez rencontré quelques associations. Les activités de la FAGA, la Fédération des associations humanitaires du Gabon. On se retrouve derrière. Depuis sa création à quelques années d'ici, la FAGA, Fédération des associations humanitaires du Gabon, compte aujourd'hui une trentaine d'associations pour 3526 membres. Médecins, bénévoles, facilitateurs et autres secouristes ont participé à plusieurs caravanes humanitaires et médicales à travers le Gabon. La Fédération des associations humanitaires du Gabon est née suite à un constat. Je me trouvais conseiller du ministre de l'Intérieur et dans ce constat, je dirais suffisamment amer, il était parfois difficile pour nous de mener un certain nombre d'actions sur le terrain, vu que toutes les compétences recherchées n'étaient pas regroupées dans un seul domaine. C'est la première raison. La deuxième raison repose sur nos déplacements à l'intérieur du pays. Vous savez, le Gabon est un pays à multitude d'ethnies. Et dans ce domaine-là, lorsque vous vous rendez dans la Ouné et que vous arrivez dans le Goïvindo, les données changent. La présence des facilitateurs, des femmes responsables d'associations, donc pouvant accompagner la caravane des médecins sur le terrain, pouvant accompagner la caravane humanitaire et environnementale, donc des professeurs ou des cadres allant sensibiliser soit des élèves, soit les femmes, les filles mères, ou la prise en charge dans les problèmes de propriété, d'hygiène, de vie, du milieu, surtout dans les établissements sanitaires et scolaires. Tous ces constats nous ont amenés à rassembler les associations au sein d'une fédération, d'où la naissance de la FAGA avec comme ancêtre l'amicale des Gabonais au Maroc, qui a été créée en 1997, la caravane humanitaire qui a été créée en 2002 et la naissance de la Fédération des associations humanitaires créée en 2004 avec l'association Banza du Gabon, l'association Kielasso du Gabon, l'association Cri de l'enfant, l'association SOS Vieillard, la cellule des femmes
de la FAGA, devenue aujourd'hui Amicale des femmes humanitaires de paix et de développement, l'association des jeunes facilitateurs qui sont des secouristes formés sous deux formes, sous deux plans. Donc sur le plan de la sécurité civile, ils interviennent lors des processus électoraux à encadrer les populations, les accompagner dans l'accomplissement de leurs devoirs citoyens. Donc c'est pour vous dire que chaque maillon de la chaîne constituée à l'intérieur de la FAGA a son importance et a son rôle. Et là, qu'on le veuille ou pas, il y a des frottements qui nous amènent à exercer la tolérance, à exercer l'amour, à exercer la patience. Et c'est ce renforcement de capacité, c'est cette richesse que nous recevons les uns des autres qui nous rendent forts pour que nous puissions aller vers ceux qui sont dans le besoin, aller vers ceux qui sont dans la vulnérabilité. Aux côtés des populations qui en demandent chaque jour davantage, l'éducation environnementale, l'hygiène bucco-dentaire, le déparasitage, la distribution des layettes, des médicaments et même des interventions chirurgicales in situ, aux grandes dames des coûts que cela nécessite. Les pathologies rencontrées les plus fréquentes étaient les parasitoses, les pneumopathies, le paludisme, les conjonctivites. Et 7 cas de chirurgie ont donc été évacués dans ces cantons et opérés, en ce moment hospitalisés au service de chirurgie de l'hôpital de Tchibanga. Parlant de moi-même, je crois qu'aujourd'hui, c'est que je prends depuis 3 mois et pas de ressources financières. Maintenant, aujourd'hui, que nous avons eu la possibilité d'avoir le médicament gratis. On soigne maintenant gratis comme ça, il n'y a pas de... On ne paye pas. Et on ne paye pas. En chirurgie, il a fallu 3 heures d'intervention au docteur Hilaire Nyamatsengi, chirurgien, Jean-Luc Kane, anesthésiste, et Jean-René Mandingou, gynécologue, pour sauver la vie de cette jeune fille de 19 ans. Rosine Ibinga, originaire de Gamba, dans l'Ogoué maritime, a été emmenée d'urgence à Tchibanga à la rencontre de la caravane humanitaire et médicale pour cessation volontaire d'une grossesse de 4 mois. Avec la consommation des potions et l'usage des techniques inappropriées, Rosine a eu son abdomen complètement détérioré. Ici, elle subit une ablation de l'utérus. La matrice ayant été perforée par la violence des manœuvres et pratiques rudimentaires, qu'une section du côlon s'en est suivie, provoquant une hémorragie calibrée avec une péritonite sévère. Ce mélange de sang, de sel et de pus engendre un pourrissement des parties touchées. Le côlon étant déjà nécrosé, l'orifice anal a donc été bouché par les chirurgiens. Désormais, Rosine portera une poche qui recueillera ses sécrétions. Un orifice artificiel a été créé sur le côté gauche de son ventre. Elle ne donnera plus d'enfants, heureusement qu'elle en a déjà 4 qu'il faudrait élever. Le dernier enfant de Rosine a à peine 10 mois. Cette tentative d'avortement est un refus de recevoir un 5e, mais un refus aux nombreuses conséquences néfastes. Par exemple, le travail du cœur est modifié. D'Untoum à Tchibanga, en passant par Kulamutu, Okonja, Franceville, Mbigou, Makoko, Mindik et autres localités du Gabon, la FAGA, les populations en détresse, tant au plan humanitaire que sanitaire, venant ainsi en appui aux efforts de l'État. Par rapport à cette caravane, par rapport à cette activité, que ce genre d'initiative se renouvelle. Parce que quand le patient ne peut pas aller au soignant, le soignant va au patient. Et beaucoup de nos frères semblent ignorer. J'avoue que les populations ont apprécié. C'est ce genre d'activité normalement qui devait se pérenniser parce que les populations à l'intérieur du pays n'ont pas les moyens de souvent se rendre sur place à Libreville, consulter des spécialistes. Nous essayons de maintenir le cap en dehors des prises en charge qui sont faites dans les grandes opérations de caravane, parce que c'est des prises en charge faites par des parrains humanitaires que je tiens à saluer chaleureusement
et également à remercier pour leur disponibilité, mais alors là sans faille, que ce soit sur le plan financier ou sur le terrain, en matière de logistique, de façon à ce que les équipes qui se déplacent soient correctement installées. Pour revenir à l'aspect purement financier, en dehors de ces grandes campagnes, la Fédération des associations humanitaires vit de ses cotisations, des cotisations de ses membres d'honneur, des membres cadres et des personnes ressources qui nous aident à accomplir le programme annuel que nous établissons sur le terrain. Je voudrais citer en exemple la Noël des enfants dans les hôpitaux publics. L'hôpital de Mélène, avec qui nous avons un partenariat qui date quand même de quelques années. Cette année, nous allons à l'hôpital égypto-gabonais où nous avons eu l'occasion de rencontrer le directeur et que nous avons pu rentrer en contact avec les enfants, les mères d'enfants. Là aussi, je tiens à saluer le courage, la persévérance du directeur du centre égypto-gabonais qui, au lieu de faire repartir les enfants et leurs parents à la maison, se trouve dans l'obligation de mettre des lits dans les couloirs pour que ces enfants puissent bénéficier de la première prise en charge des soins médicaux. Surtout dans le cas du paludisme, où nous savons que la convulsion chez l'enfant, si elle n'est pas prise en charge rapidement, a des conséquences neurologiques graves. Si on tient compte des normes pour dire qu'il n'y a pas de place, on renvoie, on peut perdre une vie, surtout quand la fièvre est très élevée. Mais ce qu'il fait là, c'est comme si on était dans une catastrophe ou dans un hôpital de campagne. Surtout pour aider. C'est ça l'humanitaire dont je parlais. Parce que l'enfant serait reparti à la maison avec cette fièvre, on avait un fort risque d'une convulsion neurologique qui peut avoir des conséquences après sur l'évolution, la croissance de l'enfant. Or, le médecin est obligé de donner des consignes pour que ces gens-là soient quand même retenus. Ah oui, c'est très important. Donc en plus de l'État, il faut qu'il y ait des acteurs humanitaires qui puissent aider l'État. Hein. C'est important, des acteurs humanitaires qui puissent aider l'État à pouvoir gérer ces populations. Dans un premier temps, on voulait faire une structure pour la prise en charge de maladies cardiovasculaires. Donc on devait faire de la chirurgie thoracique à cœur ouvert. Malheureusement, au niveau du Gabon, nous n'avons pas encore de spécialistes, des chirurgiens spécialisés dans la chirurgie thoracique, la chirurgie cardiaque. Et on s'est dit que la population risque de se rebeller parce qu'une structure comme celle-là, qui ne prend en charge qu'une catégorie de pathologie, ne sera pas appréciée par la population environnante. Donc il fallait maintenant ouvrir le panel, d'où on a essayé d'élargir maintenant que c'est une structure dont l'objectif principal est la prise en charge des cancers féminins, mais en même temps, il y a quand même des soins de santé primaire avec la prise en charge de toutes sortes de pathologies, allant du paludisme jusqu'à les interventions chirurgicales. Ce qui fait que dans sa construction, cette structure a connu beaucoup de modulations et on a dû ajouter des départements. À la néonatologie, qui n'est pas encore mise en service, nous déplorons que 2 couveuses pour une structure comme celle-là, parce que là on est passé à pratiquement 100 accouchements mois. Et à ce rythme, avec la demande et la fermeture partielle de l'hôpital général, nous risquons de dépasser ces chiffres sous peu. Mais 2 couveuses, si on a encore 2, ce serait une très bonne chose. Mais c'est déjà mieux que rien. Si là on fonctionne, il y a une surutilisation, ce qui fait qu'en moins d'1 an, on a détruit le matériel. C'est qu'il y a beaucoup de femmes qui accouchent et en moins d'1 an, c'est parti. Parce que c'est tellement sollicité, ça tourne 24 heures sur 24. Et tout, même le pose-pied, tout a pris un coup. Nous avons ces 2 salles-là, de ce côté, qui sont équipées de 4 lits en post-opératoire. Et l'autre côté, tous les lits sont des accouchements normaux.
Mais vu le problème d'eau, donc on n'utilise pas le bloc. On utilise pour l'instant toutes les salles pour les accouchements normaux. Dieu merci. On n'a pas encore eu de cas à déplorer. Partout où les caravanes sont passées, les populations en ont redemandé. Comme quoi, apporter le bien-être à autrui devient un sacerdoce. Cette caravane organisée spontanément par la FAGA, qui est toujours là dans le mouvement humanitaire. Et vous constatez également comment la population est heureuse. C'est une grande joie. De mémoire d'homme, je n'ai jamais vu cela. C'est la toute première fois que nous recevons des médecins pour nous soigner gratuitement dans les villages. En 6 ans d'existence, la FAGA a œuvré au Gabon pour donner un visage à l'humanitaire. Il reste à tous et à chacun de ses membres de s'approprier durablement ces valeurs de l'action humanitaire au service du développement de la nation et tisser des véritables partenariats avec l'extérieur. La présence de l'ONG humaine à Tchibanga n'a laissé personne indifférent dans la ville, pas même ce sexagénaire au 3e pied pour soutenir sa marche. Pourtant, les groupes mobiles de l'ONG sillonnaient les quartiers de la ville, comme ici à Mukenga, chez Norbert Maviora, chef du quartier, où le docteur Jean-René Mandingou et Ngemamba, technicienne de santé, sont en pleine activité. Mais François Misangou voulait lui aussi recevoir ses soins au centre régional, comme plusieurs patients ayant fait le déplacement de l'hôpital. Ignorant la compétence des hommes et femmes de ces groupes mobiles, il croit dur comme fer que les médecins en provenance de Libreville, en activité au centre, doivent avoir certainement un tour de plus dans leur escarcelle. C'est peut-être un effet placebo qui provoque l'onde de choc favorable à une guérison tant espérée. Le vieux Misangou s'affiche heureux de se faire ausculter par Alexandre Okuni, médecin-chef, consultation externe, urgence au centre hospitalier de Libreville. Selon le diagnostic établi, cet habitant du quartier Mukenga, dans le 1er arrondissement, souffre d'une gonastrose bilatérale invalidante, c'est-à-dire avec une impotence à la marche. Ces cas de rhumatisme aigu sont fréquents dans les villages à cause des travaux champêtres intenses, affirme le médecin. Dans ce service de médecine générale, à l'instar de François Misangou, plusieurs autres patients se sont fait examiner. Monsieur Saïd, nous arrivons pratiquement au terme de notre numéro de Heure de Vérité. Nous avons vu dans ces activités qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont impliqués dans l'humanitaire. Quelle est la place que les jeunes devraient occuper dans l'humanitaire aujourd'hui? Les jeunes doivent se prendre en charge eux-mêmes. Parce que, imaginons 2 minutes dans ma génération, on disait qu'est-ce que l'autorité peut faire pour moi. Mais à l'heure actuelle où nous vivons, nous posons la question au contraire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'autorité? Parce que les budgets sont trop serrés, parce que. Donc il ne faut pas attendre qu'il y ait quelque chose de ce côté-là. Mais par contre, les jeunes, je le répète, ils doivent compter sur eux. Il ne faut pas qu'ils aient peur comment dirais-je? De s'engager? Non, il ne faut pas qu'ils aient peur des échecs. S'ils prennent un dossier d'un projet et qu'ils sont convaincus, ils vont rencontrer des difficultés, certes, mais il faut qu'ils persistent jusqu'au moment qu'ils réussissent leur projet. Imaginons 2 minutes que sur le plan marocain, dans notre génération, la majorité des hommes d'affaires, c'était des analphabètes. Mais ils dirigeaient des groupes de 40, 50, 60 sociétés et qui font des chiffres énormes. Pourquoi cette jeunesse ne font pas à peu près la même chose que ces gens-là?
Bien sûr, il faut qu'il y ait des études, il faut qu'il y ait de ceci, cela, mais c'est une question de conviction interne. Si on est convaincu, je le répète, de la faisabilité du projet et que nous aimons faire ce que nous proposerons, à cette condition, il faut qu'ils aillent vraiment au feu. Autrement, il n'y a personne qui va venir leur dire « tenez l'argent » ou « tenez je ne sais pas quoi pour… » Il faut persister, mais dans la règle de l'art, dans la règle juridique, etc., etc. Il ne faut pas faire ça à l'aveuglette pour dire que j'ai déposé mon dossier, etc., etc., mais il faut voir aussi sur le plan juridique, est-ce que c'est faisable? Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction de la politique gouvernementale, etc., etc. Mais tout ça, naturellement, je le répète, quand on veut réussir, on tient compte de tous ces trucs-là pour dire qu'on veut avancer. Et on avance. Et croyez-moi qu'on réussit. C'est le slogan en vogue au Gabon, laissons-nous avancer. Alors, est-ce que finalement, vous avez le sentiment que les dirigeants prêtent attention ou comprennent aisément le travail des associations humanitaires? Au Gabon? Oui, en partant du cas du Maroc, par exemple. Non, le Maroc, on a même créé des organismes spécialisés de ce domaine. Nous avons, Sa Majesté a initié quelque chose de formidable et dont personnellement je le remercie infiniment. C'est qu'il a créé ce que nous appelons l'INDH. C'est l'Initiative nationale du développement humain. Et ça, je pense qu'on a fêté ces 5 ans plus tôt à Agadir. On a reçu l'honneur de recevoir votre ministre de l'Intérieur. Il a intervenu, etc. Et je pense qu'il a constaté vraiment ce développement humain chez nous et le résultat est là. Donc, je pense aussi que Sa Majesté, franchement, il fait le maximum pour le pauvre, pour le Marocain. Imaginons 2 minutes, même certaines personnalités sont les nommées, eh ben, ils n'étaient pas à la hauteur, eh ben, ils étaient déchus de leur par lui-même. Pourquoi? Parce qu'il veut avancer au lieu de tourner en rond. Ça, c'est une. Deuxièmement, il est temps peut-être aussi de voir comment le Gabon aussi prend l'exemple de l'INDH. Justement, vous avez rencontré quelques associations humanitaires. Vous ont-elles fait part de leurs avancées ou de leurs difficultés sur le terrain? Non, leurs difficultés, on les comprend très bien. C'est une question de moyens et les moyens ne sont pas à leur disposition. Bon, ils font le maximum pour faire quelques caravanes médicales, etc. Dont enfin, c'est un honneur de les avoir vus et de leur enthousiasme dans ce sens-là. Alors comment le Gabon peut prendre l'exemple du Maroc dans l'INDH par exemple? Ben, tout simplement, je pense que l'INDH, il serait prêt à recevoir une délégation pour un stage, pour faire toute une série de trucs et prendre l'exemple de l'INDH, puisqu'il y a des documents qui ont été remis à tous les participants. Eh ben, je pense que, au contraire, le Gabon, sincèrement, tout va très bien sur le plan politique et d'échanges entre nous. Merci. Sauf, naturellement, que Sa Majesté et le président Ali Bongo, tout va très très bien, mais malheureusement, en bas, c'est vide, et je le regrette. Comment faire pour le remplir? Ben, chacun de nous fait le geste et fait le pas pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire ensemble.
finalement, les associations ou fédérations humanitaires, vues comme acteurs de la société civile, comment faire pour joindre tous ces efforts et donner de la voix sur l'international, par exemple autour d'un réseau comme on en parlait tout à l'heure? D'abord, il faut qu'ils s'intéressent au réseau international. Il faut qu'ils écrivent, il faut qu'ils se déplacent, il faut inviter les gens de venir, etc. C'est respirer un petit peu, je le répète. Mais tout ça, ça nécessite bien sûr des moyens. Et s'ils n'ont pas les moyens, automatiquement, sincèrement, peut-être ça tournera en rond. Alors nous allons bientôt conclure. Monsieur Saïd Abdelkader El Figuigui, s'il vous était demandé, reparti au Maroc, quel est le premier geste que vous feriez pour les associations humanitaires du Gabon? À quoi penserez-vous? Alors j'aurais demandé, d'abord j'ai donné une accréditation à la présidente de la FAGA. Pourquoi faire? Pour représenter la fondation SAID. Deuxièmement, je leur ai parlé déjà de l'INDH. Je leur ai parlé de toute une série de trucs et j'ai déjà demandé à mon réseau international, je lui ai parlé uniquement de Gabon pour lui dire que c'est un pays non pas uniquement frère, mais que nous aimons beaucoup. On va le considérer comme une province du Maroc, puisque l'avantage qu'il y a, c'est que les Gabonais ne sont pas nombreux à 1,5 million. C'est une province chez nous. Alors donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai insisté pour que le Gabon fasse partie de ce réseau. Donc le président est convaincu, le secrétaire général est convaincu, moi je suis convaincu. Il reste maintenant qu'à le passer au conseil exécutif qui se fera entre février et mars et j'espère obtenir satisfaction. Alors à cette condition, on commencera à faire le vrai humanitaire au Gabon. Alors, M. Saïd Abdelkader, en ce moment précis, l'émission vous appartient. Vous allez conclure l'humanitaire en question. Qu'est-ce que vous aurez retenu et qu'est-ce que vous voulez vous faire retenir aux téléspectateurs qui vous regardent? Et ce sera la fin. Moi, je pense que l'exemple du Maroc est très significatif. Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu le glorifie, il a fait des gestes vis-à-vis de la population marocaine. Et tout le monde adhère, sans exception. Un. Deux. Il a mis à la disposition de l'INDH énormément de moyens. Il suffit que ces jeunes présentent un dossier, un projet fiable. 3. Il a créé aussi d'autres organismes, par exemple l'agence de développement social, il a créé des agences régionales, c'est-à-dire du sud, de l'oriental et du nord, il va continuer d'autres. Alors tout ça, naturellement, ils ont les moyens pour les mettre à la disposition de cette jeunesse. Je fais appel à M. le Président Ali Bongo de faire la même chose. Parce que il ne faut pas oublier la chose suivante. C'est que le Gabon appartient aux Gabonais. Il faut que le Gabonais se prenne en charge. Et je dirais même peut-être aussi que l'Afrique entière doit se prendre en charge. Il ne faut pas qu'on attende Pierre et Paul nous dicter ce qu'on doit faire. Nous sommes capables, nous sommes intelligents, nous avons des possibilités, mais il suffit que ces possibilités soient mises à la disposition des gens honnêtes, des gens fiables et des gens qui pensent au Gabon pour avancer.
Merci des gens qui pensent au Gabon pour avancer. Nous y sommes. Merci, mesdames, messieurs. Nous recevions M. Saïd Abdelkader El Figuigui. Il est président de la fondation SAID et président de plusieurs associations et fondations du Maroc et de par le monde. On était en train de parler de l'humanitaire en question. Bonsoir à tous et à chacun et on se retrouve très bientôt sur les antennes de la première chaîne de télévision nationale du Gabon. Nous sommes en rediffusion ce vendredi et faites des propositions. C'est votre émission, l'heure de vérité. Merci. De l'embellie de l'activité manganèse, parce que le manganèse passe quand même de 2 millions de tonnes à plus de 3 millions de tonnes. Ça donne quand même beaucoup plus de souffle à la CETRAG, mais pendant ce temps, il y a toujours le bois qui reste dans un niveau relativement bas, eu égard notamment à la décision qui a été prise de ne plus exporter les grumes. Donc nous sommes à un niveau qui reste nettement en dessous des 40 milliards, parce que dans le plan qui avait été proposé au pouvoir public, en 2010, il était prévu qu'on soit au-dessus des 40 milliards. Et aujourd'hui, nous sommes encore en dessous, autour des 38, 39 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires. Le NAOS, alors entrave au plein emploi. C'est pourquoi faire. C'est pourquoi faire. Ça sonne comme une entrave au plein emploi. Ah, pourquoi voulez-vous que ce soit une entrave au plein emploi? Parce qu'il y aura des licenciements. Au contraire, c'est plutôt une garantie. C'est une garantie de la pérennisation des emplois. Il faut savoir faire la différence entre 5 à 10% d'emplois qui risquent d'être compromis, du fait de la restructuration. Quand on dit parfois reculer pour mieux sauter, c'est ça. Bon, ou bien parfois il faut casser des omelettes pour faire des œufs. Des œufs, c'est ça. Il faut casser des œufs pour faire des œufs pour faire des omelettes. Il faut l'expliquer à vos agents, M. Abdelkader. C'est ce qu'on s'efforce de faire, parce que moi je crois que nous essayons de pratiquer le dialogue avec nos partenaires sociaux, on les écoute, on essaie de partager un certain nombre de choses, mais je crois qu'il y va quand même de la survie de la société, de mettre en œuvre ce programme NAOS. Ce programme NAOS qui est peut-être une volonté de la direction générale, mais qui a été l'œuvre des cheminots. Parce que j'ai parlé tout à l'heure des processus, des procédures, c'est pas moi, hein. À la limite, si vous me posez 2 questions sur les procédures qui ont été mises en place, je serais incapable de répondre. Parce que ce sont les cheminots eux-mêmes qui se sont constitués en commission, qui ont réfléchi, chacun dans son domaine. Ceux qui sont au commercial, ce sont eux qui sont supposés être les spécialistes en la matière. Ils ont réfléchi, bien entendu quand même, il faut valider tout ça. Ceux qui sont dans le domaine de la maintenance, ils ont prévu un certain nombre de choses. Et puis tout ça a été conçu, validé 1, 2 fois, et puis NAOS est né. Tout le monde est une fois d'accord, NAOS est né, et il faut maintenant le déployer. Donc nous sommes actuellement en phase de déploiement de NAOS, et nous arrivons dans une étape où nous avons déjà désigné les principaux responsables de fonction, et puis il faut poursuivre la nomination, les nominations des autres responsables des niveaux N-1 et plus. Mais il faut quand même savoir qu'il y a un certain nombre de collaborateurs qui vont vraisemblablement
de voir qu'ils ne vont pas trouver de place dans la structure. Bon, pour ces collaborateurs, il y a des dispositions qui sont actuellement en cours de négociation. Et puis, on se rapprochera également des administrations dédiées, telles que l'ONE, pour voir comment on peut trouver des mesures d'accompagnement pour ces compatriotes. Et puis, il y a d'autres compatriotes aussi qui n'ont peut-être pas pour l'instant leur place dans la structure, mais que nous avons mis dans une cellule qu'on a appelée pôle de développement professionnel, en attendant de leur trouver